Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un smartphone, le smartphone Xiaomi 11T Pro que j'ai dans la main ici en livrée bleu sidéral, qui est un téléphone haut de gamme de l'année dernière. Et donc la question va être de voir ce que vaut un téléphone qui a un peu plus d'un an maintenant en termes de capacité par rapport à ce qu'on demanderait à un téléphone aujourd'hui et aux nouveaux ténors qui sont sortis, et de voir si finalement acheter un téléphone qui a un an ce serait pas la bonne idée pour avoir un super rapport qualité-puissance performance-prix par rapport à un nouveau haut de gamme qui sortirait aujourd'hui, qui serait à plus de 1000 €, en sachant que celui-là je l'ai touché à peine pour 400 € avec une promotion juste avant la sortie de sa nouvelle version 2022 avec le nouveau processeur de l'année. On va donc regarder un peu ce qu'il a dans le ventre et les plus et les moins de ce produit juste après l'intro. Alors déjà, commençons un petit peu par le hardware, faisons un peu le tour du propriétaire. Donc il est doté d'un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR5. Là il est dans sa version 256 Go de stockage et c'est du stockage en UFS 3.1, donc c'est à peu près ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui. Il est double SIM, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir deux lignes téléphoniques si vous avez par exemple besoin d'avoir une ligne pro et une ligne perso. Et son écran de 6,67 pouces est un écran AMOLED compatible 120 Hz, ce qui permet d'avoir une super fluidité quand vous défilez dans les menus, etc. Au niveau de la définition de l'écran, on est sur du 2400 par 1080, ce qui est donc du Full HD+, en 29e. Et donc c'est super bien parce que quand vous regardez une vidéo, vous pouvez quand même avoir la barre de menu qui reste affichée si vous avez besoin ou ce genre de choses. Quand vous êtes sur des sites internet ou des choses comme ça, vous avez quand même une belle une belle grandeur de lisibilité pour pouvoir ne pas être tout le temps en train de scroller pour aller lire la suite de l'article. Bref, c'est quand même quelque chose qui est sympa et ça permet d'avoir un grand écran qui tient quand même très bien en main parce qu'il n'est pas trop large. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et cette définition permet vraiment de ne pas voir les pixels, d'avoir quelque chose de très propre. On n'a pas besoin d'une dalle 4K sur ce genre de taille de smartphone pour pouvoir avoir quelque chose de très grande qualité. L'échantillonnage tactile est à 480 Hz, ce qui permet de vraiment avoir quelque chose de très fluide aussi, de très précis pour ceux qui voudraient jouer avec leur téléphone, puisqu'en plus avec un Snap 888 on en est largement capable de pouvoir faire tourner à peu près, et même pas à peu près, de pouvoir faire tourner tous les jeux Android du moment. L'écran couvre du wide gamut puisqu'il est compatible avec la technologie P3 et qu'il couvre 100% du P3, avec une luminosité de 800 nits, ce qui permet d'être quand même parfaitement lisible en plein soleil. Alors parfaitement lisible on s'entend, hein, on va quand même le retrouver un petit peu sombre par rapport à un plein soleil qu'on aurait exactement sur l'écran, mais disons que voilà, si vous l'utilisez en GPS en voiture ou des choses comme ça, ou l'été à la plage, etc., il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir largement lire ce qui est sur l'écran sans difficulté, sans être obligé de mettre votre main pour créer de l'ombre ou ce genre de choses. En termes de batterie, il est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec en plus la compatibilité de la charge à 120 watts, puisque Xiaomi en fait a mis deux batteries de 2500 mAh dans ce téléphone pour pouvoir les charger en parallèle à 60 watts chacune. Ce qui fait que déjà normalement 60 watts c'est la norme de charge rapide sur la plupart des smartphones Android actuellement, mais là en plus vous pouvez charger deux batteries en même temps, ce qui fait que j'ai fait le test en à peine une vingtaine de minutes, même moins. Si vous avez par exemple 20% de batterie, en un petit quart d'heure vous êtes remonté à 100%. Donc c'est super pratique parce que vous levez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas mis votre téléphone à charger ou qu'il s'est déchargé plus que ce que vous pensiez. Vous le branchez le temps d'aller prendre votre douche, vous lavez les dents, prendre un café le matin, vous partez à 100%. Et si vous n'êtes pas joueur, les 100% permettent de tenir très largement la journée. Si vous avez besoin de faire des appels, de faire un peu de navigation, de choses comme ça, de regarder des horaires de train, ça passera sans problème. Ensuite, pour continuer de faire le tour du propriétaire en termes de hardware, on a le capteur d'empreinte qui est là sur la tranche, sur le bouton power, ce qui fait que quand vous voulez allumer le téléphone, vous avez juste à appuyer sur le bouton et ça détecte en même temps votre empreinte pour ne pas avoir besoin de faire d'autres actions de déverrouillage. Et le fait qu'il soit sur le côté fait que, posé sur un bureau ou sur une table, vous pouvez très bien enregistrer ce doigt-là par exemple pour pouvoir aller l'allumer. Et vous avez aussi la possibilité de dire que vous voulez l'allumer quand vous touchez le bouton et pas quand vous l'appuyez, ce qui fait que vous avez juste à poser votre doigt sur le bouton sans faire un appui dessus pour que ça puisse déverrouiller votre téléphone. Et enfin, on a deux haut-parleurs signés Harman Kardon. Alors ça, après, les signatures qui sont derrière, on sait que c'est pas forcément une très bonne chose pour autant, mais là, ils sont de qualité plus que correcte et surtout quand vous avez votre téléphone, je vais le faire tomber. Et surtout quand vous avez votre téléphone dans les mains comme ça et que vous faites bien ça, ça permet d'avoir une bonne spatialisation du son avec une très bonne stéréo et une scène sonore assez large. Et donc même si vous n'êtes pas utilisateur de casque, mais que vous êtes dans des endroits où vous êtes tout seul et vous pouvez mettre le son sur les haut-parleurs, ça vous permet d'avoir un bon rendu quand vous regardez un film ou une série ou ce genre de choses. Ensuite, le bundle est plutôt complet puisqu'on a la coque absorbeuse de choc, parce qu'on voit bien qu'elle est texturée, etc. pour pouvoir répartir les chocs. Effectivement, mes téléphones tombent
extrêmement régulièrement et j'ai jamais eu de soucis avec ces coques là qui absorbent très bien les chocs, y compris sur de la tomate de pays ou sur des gros carrelages, des choses comme ça. Vous avez bien sûr donc un chargeur 120 watts et le câble compatible avec, ce qui fait que vous pouvez recharger à 120 watts en achetant uniquement le téléphone. Vous n'avez pas besoin de payer le chargeur rapide à côté, comme beaucoup de marques le font maintenant, où elles vous mettent un petit chargeur pas très rapide, pas très cher dans la boîte, et où si vous voulez la charge rapide, il faut acheter le chargeur en plus. Là, c'est pas le cas. Et bien sûr, la protection d'écran qui est posée d'usine, ce qui fait qu'elle ne se voit quasiment pas. En sachant que, je ne vous l'avais pas dit, mais cet écran est du Corning Gorilla Victus, donc clairement, normalement, ça devrait bien vivre en termes de résistance aux chocs et aux rayures. On devrait avoir quelque chose de plutôt quali qui, dans le temps, ne devrait pas se rayer et pas devenir désagréable à utiliser avec plein de rayures qui font des reflets ou des choses désagréables. En termes de connectivité, il est aussi très bien doté, donc pareil, hein, là je vais quand même un peu lire mes notes parce que sinon je risque d'en oublier. Et donc on a bien sûr de la 5G, on a de la NFC, on a un transmetteur infrarouge qu'on peut voir juste ici qui permet de remplacer toutes les télécommandes infrarouges pour avoir une télécommande universelle sur son téléphone. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas très répandu en Europe, c'est très répandu dans les pays asiatiques et franchement quand on y a goûté, c'est difficile de faire sans après parce que c'est quand même assez pratique de tout avoir directement sur son téléphone qu'on a tout le temps sur soi, de ne pas être obligé de jongler avec d'autres choses quand on veut allumer sa télé, sa chaîne Wi-Fi ou ce genre de choses. On a du Wi-Fi 6 bien sûr, du GPS qui est compatible, donc du positionnement satellite qui est compatible GPS, Galileo, GLONASS et Beidou. Donc on a quand même pas mal des gros réseaux qui sont disponibles, ce qui permet d'avoir un positionnement de qualité partout dans le monde. Et le Bluetooth étant 5.2, donc on est sur un Bluetooth de bonne qualité, qui a une bonne stabilité, qui ne décroche pas trop facilement, si bien sûr de l'autre côté, le récepteur est aussi Bluetooth 5.2. Ensuite en photo et en vidéo, il est également très bien doté, donc il a 3 capteurs photo. Il a un appareil photo principal de 108 mégapixels qui fait de base du pixel banning pour pouvoir vous sortir des photos de 12 mégapixels avec une très bonne qualité et un bruit réduit. Ou alors après vous avez la possibilité d'avoir un mode 108 mégapixels. Ensuite on a un grand angle avec 120 degrés de champ de vision qui lui ne fait que 8 mégapixels mais qui est suffisant pour faire une petite photo de groupe correcte. Et ensuite on a un macro à 5 mégapixels avec une map qui peut, donc une mise au point qui peut se faire à partir de 3 cm seulement. Donc là pour faire des gros plans et des choses un peu sympas c'est quand même pratique. Après voilà 5 mégapixels c'est pas énorme mais pour être visualisé sur un écran ou sur un smartphone ça reste objectivement largement suffisant. Donc ensuite en termes de vidéo, on est compatible avec de la 8K à 30 images par seconde, de la 4K avec 60 images par seconde, on peut faire de la 1080p à 120 images par seconde et on a même des modes ralentis à 240 et 960 images par seconde. Et donc là on est d'accord, hein, c'est pas en permanence, c'est-à-dire que c'est un mode ralenti où vous commencez à filmer et ensuite vous avez une partie de votre film qui va se faire à 240 ou 960 images par seconde. C'est pas vous qui choisissez après le moment exact dans la vidéo que vous voulez à cette vitesse-là, parce que vous n'avez pas tout enregistré à ce nombre d'images par seconde. Donc il faut bien l'avoir en tête quand même. Sur les fiches de description et les fiches techniques des smartphones, c'est souvent pas précisé et c'est souvent comme ça que ça fonctionne pour ces modes ralentis à très gros framerate. Ensuite, on a du mode manuel en photo et en vidéo et ça c'est super pratique quand même parce que ça permet, quand on n'est pas d'accord avec l'exposition qui est en train de faire le téléphone ou quoi que ce soit, de prendre la main sur les réglages si bien sûr on le maîtrise, mais vous avez des vidéos pour ça sur la chaîne si vous le souhaitez. Ensuite, on peut prendre les vidéos en HDR10+ directement. On a une fonction de zoom audio qui fait que si vous zoomez dans l'écran en fait, que vous faites une mise au point à un endroit précis, il va essayer d'analyser ce que vous êtes en train de voir et par rapport à ces micros de filtrer les bruits environnants pour ne se focaliser que sur là où vous êtes en train de faire votre mise au point. Ça peut être pratique et franchement ça marche quand même plutôt bien je trouve. Alors c'est pas parfait évidemment mais ça permet quand même d'améliorer un petit peu la qualité du son. Et après donc comme je vous le disais il est aussi très bien doté sur plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il est compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos pour la partie son, il prend en charge les fichiers ARS jusqu'au 24 bits 192 kHz. Bref on est sur quelque chose qui est plutôt assez bon et qui fait assez peu de compromis sur les prises en charge des divers formats de fichiers que vous pourriez avoir à lire au quotidien. Donc comme je vous le disais, on a une recharge 120 watts, ce qui est quand même hyper pratique puisqu'on recharge son téléphone en maximum 20 minutes si on était vraiment très proche du 0% et qu'on le veut à 100% en partant. Et avec une très grosse batterie de 5000 mAh qui fait que même si vous êtes joueur comme moi par exemple, vous pouvez tenir 7 heures de Pokémon Go sur une charge, ce qui est juste énorme, hein. C'est-à-dire que la plupart des gens que je connais qui jouent à Pokémon Go ont des durées de vie de 2 ou 3 heures de batterie, 4 heures dans le meilleur des cas, pour pouvoir jouer avant de devoir recharger. Donc là on est quasiment sur le double. Et donc si vous ne jouez pas, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un téléphone qui, même si vous faites beaucoup d'appels, un peu de visio, des choses comme ça, va tenir très largement une journée de travail, même très longue, et que vous aurez encore de la batterie si vous devez partir le soir en réunion ou en soirée sans aucun problème. Et même si vous n'avez pas le chargeur et le câble qui permettent d'être compatibles avec la charge 120 watts, ce téléphone est compatible avec les Quick Charge de Qualcomm, donc Quick Charge 4, 3 et 2, et avec les charges rapides de Xiaomi, ce qui fait que si vous avez d'autres chargeurs rapides Xiaomi qui ne
fournissent pas 120 watts, il va quand même pouvoir les exploiter à pleine puissance pour se recharger au maximum de ce que peuvent faire ces chargeurs-là. Et j'ai testé aussi avec un chargeur Samsung autour de 60 ou 65 watts de mémoire, et pareil, hein, ça faisait une charge rapide quand même, alors moins rapide que la 120 watts évidemment, mais ça l'exploitait quand même et ça ne faisait pas une charge lente pour autant. Donc voilà, visiblement le dialogue du téléphone avec n'importe quel chargeur se fait plutôt bien pour essayer d'exploiter le chargeur au maximum. On a la possibilité de gérer les sons des applications séparément, et ça c'est super sympa parce que ça peut permettre, par exemple, si vous affichez une vidéo dont vous n'avez pas besoin du son, et ben vous pouvez couper le son de cette application qui lit la vidéo et par exemple lancer de la musique en dessous pour l'avoir dans votre casque tout en ayant la vidéo avec des sous-titres par exemple, ou si c'est une vidéo où c'est plutôt des schémas, des choses écrites, etc. Et ben voilà, vous pouvez très bien vous mettre de la musique pour vous concentrer en parallèle et pouvoir gérer le son des deux indépendamment. Vous pouvez très bien mettre un tout petit peu de son à la vidéo tout en ayant de la musique, enfin on fait ce qu'on veut. Et c'est assez pratique aussi parce que s'il y a certaines applications dont vous ne voulez jamais entendre le son, parce que par exemple elles vous lancent des pubs entre des parties de jeu ou des choses comme ça, ben vous pouvez couper complètement le son de ces applications-là. Comme ça vous avez votre musique dans les oreilles quand vous jouez par exemple, et puis quand ça lance la pub, bah oui ça lance la pub visuellement, mais vous n'avez pas le son qui est coupé et la musique qui est coupée, ou le podcast que vous souhaitez écouter ou quoi que ce soit qui va se couper pendant la pub, ou les deux qui vont se superposer. Là vous n'avez pas le son de l'application et donc pas le son des pubs qui sont diffusées. Je trouve que c'est une fonction qui est super pratique. Ensuite, autre fonction phare de chez Xiaomi et donc je ne pourrais plus me passer, c'est le clonage d'applications. Vous l'avez peut-être vu dans mon short sur les top 5 des 5 choses top chez Xiaomi. Et là pour le coup, ce clonage d'applications fonctionne très très bien puisque entre la session principale et ensuite le second espace, vous pouvez avoir jusqu'à 4 sessions d'une même application. Moi, je l'utilise surtout pour la partie banque, par exemple, ce qui me permet d'avoir et la partie de ma banque et la partie de la banque de ma compagne. Comme ça, quand il y a besoin d'aller checker des choses sur les comptes, j'ai les deux comptes directement sur le téléphone. Je l'utilise aussi beaucoup pour Pokémon Go, puisque comme ça, j'ai mon compte et celui de ma compagne, ce qui me permet comme ça de pouvoir jouer en écran partagé avec les deux comptes si besoin, et sur des raids, des choses comme ça, ça peut rendre service en ayant toujours un seul téléphone en main et une seule session du téléphone de lancer. Ça c'est vraiment un truc, une fois qu'on a commencé à y goûter et à voir un peu ce que ça pouvait apporter, c'est très difficile de faire autrement. Ensuite, comme je vous le disais, gros point fort aussi, c'est qu'en ce moment, ce téléphone se trouve autour de 400 €. Moi, je l'ai eu pour 417 €. Et clairement, la différence de puissance avec les téléphones de toute dernière génération qui sont équipés du Snapdragon Gen 1, il n'y a pas un gap qui est monstrueux. Alors oui, évidemment, ils sont plus puissants, mais déjà là, celui-là, j'arrive pas à le repousser dans ses retranchements. C'est-à-dire que je peux avoir deux comptes Pokémon Go qui sont exécutés avec du high frame rate à 120 Hz, plus une petite vidéo dans une fenêtre flottante qui exécute un truc avec du contenu HDR, etc. Donc il peut demander quand même pas mal de ressources. Donc j'ai coupé le son et je me mets de la musique en plus dans les oreilles et un guidage GPS en plus en sous-tâche par exemple. Ça fonctionne, c'est fluide, les deux sessions de Pokémon Go sont ultra fluides aussi malgré tout. Enfin voilà, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Snap Fluid Gen 1 aujourd'hui pour pouvoir faire tourner un smartphone, même avec un usage exigeant, même avec des jeux, même avec du multi-fenêtrage, etc. Honnêtement, je suis pas sûr. Et pour le coup, donc, ça vous permet de ne mettre que 400 € dans un téléphone qui est ultra puissant, plutôt que de devoir mettre 800, 900, 1000 € dans un téléphone qui va certes être plus puissant, mais où la perception de puissance supplémentaire au quotidien ne va pas se ressentir et ne vous apportera rien concrètement dans l'usage que vous allez en faire. Donc bien sûr, ce téléphone a quand même quelques points faibles. Déjà, une petite surprise de ma part, des fois il redémarre extrêmement vite. En à peine 2 secondes, vous avez tout redémarré, tout est chargé, le launcher, etc. Pas de souci. Et des fois, il va mettre plusieurs minutes à redémarrer, alors même qu'il n'y a pas de mise à jour du système qui soit en train d'être faite ou quoi que ce soit, et je ne m'explique pas pourquoi. Donc si vous êtes du genre à redémarrer très souvent votre téléphone, ça peut être un handicap parce que vous n'avez pas de certitude sur sa vitesse de redémarrage. Mais si vous êtes du genre plutôt à le laisser en veille quand vous ne l'utilisez pas, ça ne posera pas vraiment de soucis, à part un redémarrage de temps en temps pour la mise à jour du système. Ensuite, ce téléphone est fâché avec Pokémon Go, c'est-à-dire que même quand il lui reste beaucoup de mémoire de disponible, dès que je vais avoir une petite notif Messenger, un truc du genre, et que je vais aller répondre, des fois ça peut me couper tout de suite Pokémon Go alors que je l'ai verrouillé, que j'ai retiré les optimisations Xiaomi, etc. Et j'arrive pas à savoir pourquoi non plus, donc surtout que sur mon Redmi Note 8 Pro qui est moins puissant, qui a moins de mémoire, ça me l'a jamais fait, sauf quand je lançais d'autres jeux et qu'il fallait bien purger la mémoire pour lancer les nouvelles applications. Mais là, il y a de la mémoire qui reste dispo, je fais 3 fois rien et ça me kill Pokémon Go, je suis obligé de le relancer. Alors que des fois, je vais pouvoir faire des trucs sur 5, 6, 10 applications différentes pendant plusieurs heures. Je vais revenir sur Pokémon Go, il sera toujours en mémoire. Donc là, pareil, je ne sais pas ce qui fait que des fois, il me le kill, des fois, il ne me le kill pas, mais c'est quand même assez handicapant. Après, il le relance très vite parce qu'il est très puissant, donc ça va. Mais c'est quand même chiant de devoir relancer son jeu. Et des fois, ça fait perdre le truc où vous en étiez, le combat où vous étiez. Ça, c'est quand même un petit peu chiant.
Ensuite, il n'a pas de port jack, mais ça devient moins grave avec une charge aussi rapide et une autonomie aussi grande. Dans le sens où, bah oui, il n'y a pas de port jack effectivement, mais comme vous pouvez le charger en à peine 15 minutes, bah c'est moins grave. Avant, je voulais absolument un port jack pour que quand j'avais un casque filaire de connecté, eh bah, je puisse aussi justement charger mon téléphone parce qu'il n'y avait pas assez de batterie. Mais là maintenant, vu l'autonomie gargantuesque et vu le peu de temps que ça met à la recharger quand vous avez le bon chargeur, bah, clairement, juste devoir débrancher un casque filaire que vous auriez connecté avec un adaptateur juste pendant 10 ou 15 minutes pour quasiment recharger le téléphone avant de repartir, c'est quelque chose qui est plus facilement envisageable maintenant. Et enfin, dernière petite chose, c'est quand même un téléphone qui chauffe beaucoup, c'est-à-dire que si vous l'utilisez de manière intensive comme moi, avec parfois 2 jeux ou 2 applications lancées en même temps, voire 3, voire 4 avec les sous-tâches, clairement, on sent quand même que le Snap 888 est un processeur qui chauffe beaucoup. Il est vite très très chaud ici quand on l'a en main. Et pareil, quand il charge à 120 watts, on sent quand même que bah voilà, ça chauffe pas mal. Et bah ça me pose quand même une petite question sur la pérennité du téléphone à long terme. Après, c'est vrai que je l'ai eu cet été. Cet été a été particulièrement chaud aussi. Donc est-ce que ça contribue aussi? Forcément, bah oui, quand il fait 40 degrés dehors, fatalement, il a plus de mal à dissiper sa chaleur et il est plus chaud. Donc voilà, est-ce que c'est juste parce que c'était caniculaire et qu'il avait un peu de mal à se réguler, ou est-ce que c'est vraiment qu'il chauffe beaucoup? Pour l'instant, je ne peux pas encore en être certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comparé à mon Redmi Note 8 Pro dans les mêmes conditions climatiques, il était souvent beaucoup plus chaud au toucher quand j'utilisais les deux beaucoup en même temps pour faire des comparatifs. Voilà en tout cas pour ce que je pouvais vous dire sur ce Xiaomi 11T Pro. Excellent téléphone, toujours des très belles couleurs en plus qui sont disponibles, donc ça c'est toujours sympa. Pas vraiment de choses à lui reprocher. Bon, en photo, ça reste un tout petit peu en dessous d'un téléphone à 800, 900 000 euros ou d'un Google Pixel ou ce genre de choses. On a la corneille qui passe en même temps, mais ça reste quand même un très bon photophone, un très bon vidéophone. Les modes manuels sont quand même très bons et vous allez obtenir des excellents résultats avec, si vous voulez en plus utiliser ça voilà, uniquement sur écran et pas imprimer des grands formats ou zoomer dans vos photos. Sincèrement, c'est un excellent compromis, surtout à ce prix de à peine plus de 400 euros. Enfin, je veux dire, c'est le prix de milieu de gamme dans la plupart des marques qui proposent un dixième de ce que propose ce téléphone en termes de puissance, de réactivité, de possibilités de multitâche, etc. Donc, globalement, c'est un excellent rapport qualité-prix au prix où il est actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. Vous commencez à connaître le principe, c'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement. Donc ça vous donne en plus des avantages exclusifs. Je vous invite à les découvrir, ils pourraient vous intéresser. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.